Donc ce matin, sujet sur la stratégie tarifaire, comment optimiser justement vos tarifs que vous allez paramétrer, que ce soit dans les outils que vous utilisez pour vos canaux de distribution directe, bien sûr des outils place de marché, que ce soit OpenPro, Ad-Hoc et autres, mais également justement toute la politique tarifaire que vous allez appliquer pour la distribution de vos produits sur les différentes agences en ligne, sur les OTA qu'on connaît bien, que ce soit Airbnb, Booking, etc. Petite précision, je n'entrerai pas dans le détail du paramétrage de Booking, d'Airbnb, ça reste propre. Il y a quelques clés quand même à analyser et à regarder justement concernant ces outils-là, on en parlera, mais je ne vais pas vous expliquer ce matin quelle grille tarifaire appliquée sur Airbnb, quelle grille tarifaire appliquée sur Booking au niveau des paramétrages. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt vraiment définir une stratégie globale tarifaire sur vos différents outils et via les différents canaux. L'objectif de la matinée, c'est la première chose, c'est effectivement d'optimiser ses prix selon en fait la demande que vous allez avoir au niveau des clients, donc à savoir une demande qui va être fluctuante en fonction des saisonnalités, une demande effectivement qui va fluctuer également en volume, en fonction vous de votre produit, du type de demande que vous avez, des dates qui peuvent être sur lesquelles vous pouvez avoir des demandes qui sont récurrentes, mais également d'avoir une stratégie tarifaire différenciée également selon le type de plateforme, et on rentrera dans le détail pour voir comment on peut appliquer ce paramétrage. Et également comprendre de façon assez large comment fonctionne ce qu'on appelle la tarification dynamique, qu'on peut appeler aussi, dans sa façon le plus poussée, le yield management. On n'ira pas jusque-là. Le yield management, c'est une politique, une stratégie tarifaire qui est essentiellement utilisée par l'hôtellerie aujourd'hui. Mais justement, quelques notions, comment ça fonctionne, comment on peut appliquer ces paramétrages à vos activités pour essayer de favoriser, en fait, ou en tout cas d'avoir une stratégie tarifaire qui soit adaptée et vraiment optimisée. Puisqu'on parle de stratégie, alors tout ce qui est lexique entre guillemets stratégique, ça reste, je suis désolé, mais ça reste un lexique qui est très emprunté au domaine militaire. Donc vous verrez qu'on a des termes qui sont peut-être un peu durs, mais c'est une réalité. Avant toute construction de stratégie, j'espère que je ne vous apprends rien, mais peut-être que certains ont déjà travaillé sur ces sujets-là. Il y a plusieurs phases. Quand on construit une stratégie, il y a une première phase d'observation, de recueil de données, d'analyse de données par rapport à votre activité, où on va analyser, vous allez devoir analyser votre offre, comment elle est perçue auprès de vos clients, combien vous la vendez, justement, si on parle de tarifs, jusqu'à quel point elle est acceptable auprès de vos clients, quelle est la valeur produit de votre activité, de votre hébergement, de ce que vous proposez par rapport à vos clients. Et effectivement, on va devoir aussi, vous allez devoir aussi analyser ce qu'on appelle le mix client. Le mix client, c'est quoi? C'est tout simplement l'ensemble des différents clients qui viennent chez vous, qui réservent chez vous. Est-ce que c'est tous les mêmes clients? Bien sûr que non. Est-ce qu'on arrive à les reclasser par grands segments, entre guillemets? Est-ce qu'on a peut-être sur de l'hébergement touristique, est-ce qu'on a peut-être des familles qui viennent le week-end? Est-ce qu'on a des couples qui viennent le week-end? Est-ce qu'on a des couples qui viennent en semaine? Est-ce qu'on a des gens qui réservent pour une activité professionnelle sur le secteur et du coup qui vont profiter de votre activité, de votre hébergement? Est-ce qu'on a d'autres types de clients? Est-ce que ce sont des Français, des étrangers, etc. Tout ça dans le but de comprendre comment est perçue, entre guillemets, votre offre pour chacun de ces segments clients. Et petite notion marketing, vous allez travailler sur ce qu'on appelle le pilier des 4 P.
sur l'offre, sur votre offre. Les cas clés, c'est quoi? C'est le produit tel qu'il est, tel que vous l'avez conçu, tel que vous le proposez, comment il est justement positionné, est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose qui est entrée de gamme, qui est plutôt haut de gamme, milieu de gamme, etc. Comment il est positionné également d'un point de vue de sa concurrence, hein, par rapport à vos offres ou aux offres qui sont autour de chez vous. Quelle est, entre guillemets, aussi la promesse que vous annoncez à vos clients? Est-ce que justement, si on est quelque chose de très luxe, est-ce que la promesse correspond à un positionnement luxe? Si on est sur une promesse entrée de gamme, est-ce qu'on est de la même façon sur cette même promesse et forcément une grille tarifaire qui est adaptée? Sur les 4 P, je les détaillerai encore un petit peu après, mais il y a encore d'autres notions que sont bien sûr le prix, comment on distribue et via quels canaux, et ça on va rentrer dans le détail après tout à l'heure, et puis quelle promotion on en fait, hein, comment on assure la diffusion finalement de nos produits. Une fois qu'on a analysé justement comment on vendait et à quel tarif on vendait cette offre auprès de nos clients, on va aussi bien sûr avoir une analyse plutôt comptable pour avoir un coût de revient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que combien coûte finalement, combien vous coûte euh, votre activité, votre hébergement quand vous l'ouvrez, quand une personne la réserve ou le réserve. Euh, vous l'ouvrez pour une journée, pour un week-end, ben, combien ça coûte de faire fonctionner cet hébergement au niveau des énergies, au niveau de votre temps, au niveau de tous les frais fixes que vous pouvez avoir et aussi des frais variables. Donc ça, c'est une étude aussi à avoir pour connaître votre seuil de rentabilité, ce qui vous permet d'avoir justement le prix en dessous duquel finalement c'est pas intéressant de louer. C'est-à-dire que si mon seuil de rentabilité est à 95 euros par exemple par nuit, si un client me propose un tarif à 80 euros, ben non, je vends à perte, donc ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester fermé, économiser de l'argent plutôt que de vendre à perte et de pouvoir voilà, de perdre effectivement de l'argent sur ce temps. Ça, c'est une solution. Il y a un pendant et il y a forcément une exception à cette règle qui est de dire de toute façon, plus je loue, quel que soit le tarif, plus les rentrées d'argent sont là. Donc, moi, je préfère même, tant pis, casser les prix. Et ça, c'est effectivement, ça va faire partie de ce qu'on appelle votre plan de bataille, où on va avoir 3 notions différentes. On va avoir un plan de bataille qui peut être agressif, qui peut être neutre, hein, ou entre guillemets, on laisse un petit peu les choses se dérouler, ou qui est rentable. La différence entre les trois, c'est quoi? Ben, on est plutôt là sur l'axe concurrentiel où finalement, nous, ce qu'on veut, c'est remplir à tout prix. On veut avoir du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit au niveau de l'activité. Hein, si on est, je sais pas, loueur de canoë, ben, on veut louer nos bateaux, on veut les faire tourner, on veut que ça fonctionne. C'est par exemple une des politiques des sociétés de transport ou d'autocar. Les véhicules sont immobilisés. Ben, le but du jeu, c'est qu'il faut qu'ils roulent, peu importe. Plus ils roulent, plus c'est rentable, même si le prix n'est pas forcément toujours au-dessus du coût de revient. Donc, on va avoir une politique tarifaire qui est plutôt agressive, où on va, entre guillemets, peut-être casser les prix sur certaines périodes, mais peu importe, le but, c'est encore de remplir. La deuxième, donc, la neutralité, ben, on a notre seuil de rentabilité, on a notre valeur produit vis-à-vis de nos différents clients, on reste sur notre grille tarifaire, c'est loué, c'est pas grave, c'est comme ça, on reste homogène dans notre saisonnalité, dans les tarifs qu'on va proposer. Et puis, on a l'autre option, qui est un peu l'autre extrême, qui est justement un plan qui est plutôt un plan de bataille pour la rentabilité, où, quoi qu'il arrive, de toute façon, je ne baisserai pas mes prix, je conserve mon tarif parce que j'estime que mon produit et la promesse que fait mon produit, ben, elle est de telle valeur et que elle est bien perçue, elle est bien alignée avec les attentes de mes clients. Donc, ben, tant pis, je ne préfère pas baisser mes tarifs. Et ça, ben, bien sûr, c'est plutôt une politique tarifaire entre guillemets qui appartient en général au monde du luxe. On ne va pas vendre un produit d'une grande marque haute couture, d'un véhicule très haut de gamme, etc. Non, on ne casse pas les prix parce qu'on ne veut pas que ce produit soit, entre guillemets, distribué auprès d'une clientèle qui ne nous intéresse pas. Donc ça, c'est un des choix qui vous sera
que vous serez amené à faire pour définir justement votre politique tarifaire. Et en fait, c'est là où on retrouve ces fameuses deux options de savoir est-ce qu'on travaille plutôt sur le remplissage, et donc le but du jeu c'est d'avoir du monde tout le temps, que notre calendrier soit le plus rempli possible, ou est-ce qu'on travaille sur la rentabilité. Alors même si bien sûr il y a possibilité d'optimiser ces deux axes, hein, et on va pouvoir avec le remplissage travailler sur la rentabilité bien sûr, mais en fait la première si on veut axer vraiment sur le remplissage, le but, c'est vraiment d'avoir du monde, et peut-être que votre activité, quand le client réserve, si c'est un hébergement, en fait, une fois qu'il a réservé, derrière, une fois qu'il est là, le but du jeu, c'est de le faire venir, et on a éventuellement des services additionnels, on a de la vente additionnelle à faire. Vous avez peut-être des services à proposer en complément, vous avez peut-être des offres que vous pouvez faire. Donc la rentabilité, vous pouvez aussi l'optimiser une fois le client arrivé sur place. Ou à l'inverse, justement, non, de toute façon, on fait du tout compris, et le but du jeu, c'est vraiment de gagner, ou en tout cas d'avoir un prix qui ne bouge pas et qui reste le plus élevé, encore une fois, aligné avec la promesse que vous faites. Donc, optimiser ses prix selon les saisons, les demandes et les plateformes. La première chose également, une fois que vous avez travaillé sur votre mix client, vous allez faire vos grands groupes de clientèle, hein, vos segments de clientèle ciblés. On va aussi devoir analyser la saisonnalité de ces segments clients. C'est-à-dire, est-ce que tel ou tel type de client, ou est-ce que mon mix global de clients, sur cette activité, est-ce qu'on observe une hausse de fréquentation, et si oui, sur quelle période? Est-ce qu'on a vraiment une hausse de fréquentation sur la haute saison touristique sur l'été? Est-ce que c'est pas le cas, c'est plutôt sur l'hiver, hein? Ça dépend de vous, de votre activité, du type de produit, et encore une fois de la promesse que vous faites à vos clients. Donc, ou à quel moment est-ce qu'on a le plus de fréquentation? Et ça, effectivement, c'est assez facile à analyser quand on a un hébergement qui a déjà quelques années de fonctionnement. On va pouvoir se baser sur l'historique. Quand on est en année 1 où on vient de démarrer l'activité, ben, c'est pas simple, on ne sait pas, mais on va pouvoir quand même on va rechercher en tout cas des éléments qui vont pouvoir nous donner justement quelles sont les courbes de fréquentation autour de vous, sur votre territoire, et également influencés par des événements qui peuvent être organisés sur les communes voisines, sur un château voisin qui organise un certain nombre de choses et qui draine un certain nombre de clients. Et ça, effectivement, il faut le repérer. Peut-être que vous, sur votre hébergement, vous avez une forte saisonnalité, par exemple, sur les mariages, les réceptions, qui se déroulent d'avril à octobre, avec une césure entre juillet et août, hein, en général. Peut-être que tous les week-ends, vous êtes très, très sollicité, week-end de mai, juin et septembre, parce que vous avez beaucoup de demandes sur ces dates-là. Peut-être que sur le week-end de la Pentecôte, il y a effectivement le château au bord de la Loire, ou peu importe, ou telle association qui a mis en place un événement qui grossit d'année en année, qui accueille énormément de personnes, et du coup, on a effectivement beaucoup de demandes clients à ce moment-là. Donc tout ça, vous allez devoir également regarder, prendre en compte ces éléments-là pour que vous puissiez, vous, adapter votre grille tarifaire, et puisque la demande explose peut-être sur certaines dates, et bien là, on va pouvoir adapter notre grille tarifaire pour pouvoir justement optimiser la rentabilité de votre offre. Également, encore une notion, quel est le parcours de réservation de vos clients? À quel moment vos clients réservent votre hébergement? Encore une fois, par rapport à certaines dates. Donc, on vient petit à petit, on rentre dans l'entonnoir, entre guillemets, hein, de la décision. On a analysé donc nos périodes. Sur quelle période est-ce qu'on a beaucoup de demandes ou moins de demandes? Et en face de ça, en fonction de ces périodes-là, comment réservent nos clients? Est-ce que nos clients réservent très tôt, ce qu'on appelle les early birds, hein, on réserve très en avance par rapport à la date à laquelle on souhaite venir séjourner, ou est-ce qu'on est plutôt vraiment dernière minute, on réserve à J-, alors que la définition de dernière minute, on est
je veux dire, entre J-10, tout dépend de votre hébergement, de votre activité, mais entre J-10 et J-2 ou J-1, et à quel moment, comment on arrive à, euh, comment nos clients vont réserver cette activité, cet hébergement, et effectivement, quelle est, l'incidence sur votre trésorerie par rapport à ça, et deux, quel est aussi euh, l'avantage client que vous pouvez offrir à ces clientèles par rapport à votre trésorerie. Si vous avez énormément de clients qui réservent en avance, peut-être à 6 mois en avance ou plus, il est peut-être intéressant de pratiquer un certain volume de réduction parce que à cette période-là, vous avez tout intérêt à rentrer de la trésorerie. Si c'est pas forcément le cas, on peut garder, bien sûr. Et encore une fois, en last minute, si on veut optimiser le remplissage et qu'à J-2, on n'a toujours pas d'activité ou il nous reste des places pour tel événement, telle entrée au musée, etc., ben peut-être qu'il faut proposer des réductions sur des canaux bien spécifiques encore pour que vous puissiez, encore une fois, optimiser le remplissage. La troisième analyse, puisqu'on a analysé donc votre mix client, l'analyse 2 finalement qui est la saisonnalité, la troisième c'est effectivement la concurrence. On va devoir prendre en compte les offres qu'on a autour de nous qui correspondent à, ou en tout cas qui peuvent répondre à une demande de vos types de clientèle, puisque tous les hébergements touristiques n'ont pas le même mix client, ne répondent pas aux mêmes demandes. Donc on va analyser assez finement quels hébergements sont autour de vous, et effectivement une analyse qui est assez régulière aussi pour voir les fluctuations tarifaires de votre concurrence. Pourquoi? Parce que on ne peut pas non plus aujourd'hui on ne peut plus ignorer la concurrence en disant, bah, de toute façon, ce qu'ils proposent à côté, c'est bien mieux que moi, ou au contraire, c'est bien en deçà de la promesse que je propose. Non, aujourd'hui, on sait que les tarifs sont fluctuants de plus en plus, et les plateformes vous poussent à le faire. Je ne dis pas qu'il faut justement les suivre, ça dépend justement de votre stratégie. Mais il y a en tout cas une analyse concurrentielle à faire pour également suivre un petit peu et voir ce qui se passe dans votre environnement assez proche. J'ai vu une question, si ça vous embête pas, on fera les questions à la fin, vous inquiétez pas. Une fois qu'on a fait ça, on va aller plus en détail encore sur l'analyse de clientèle. L'analyse de clientèle, on va travailler sur deux choses. Donc déjà, bien connaître vos clients et essayer de les regrouper. Pourquoi? Parce que, en fait, le message est, dans le message que vous allez leur adresser, il y a bien sûr une notion de tarif, puisque vous êtes des marchands, entre guillemets. On va analyser ce qu'on appelle des personas. Un petit cours marketing ce matin, enfin quelques notions rapides, mais qu'est-ce qu'un persona? En fait, tout simplement, un persona, c'est un client type que vous allez identifier après avoir segmenté justement vos différents types de clientèle, s'ils sont plutôt des familles, s'ils sont plutôt des couples, s'ils sont plutôt des tribus, des groupes d'amis, des pros, etc. Et en fait, le travail que vous allez avoir à faire, c'est analyser quel est justement le comportement de ces clients. Comment eux viennent réserver chez vous et quelles sont finalement leurs attentes, quelle est la valeur entre guillemets perçue par eux de votre hébergement, pourquoi ils viennent chez vous, qu'est-ce qui les intéresse, et en comparaison, quels sont plutôt les points irritants, qu'est-ce qui les gêne dans votre activité, qui les empêche peut-être parfois de réserver. Est-ce que enfin voilà, quelques petites choses, mais si on prend par exemple imaginons on travaille sur un personnage de famille, on va avoir notre petite famille, donc ils viennent, ils ont quel âge, ils ont des enfants de quel âge, quelles activités ils veulent faire avec les enfants, quels services ils souhaitent quand ils arrivent dans votre hébergement. Je sais pas, on a par exemple un couple de trentenaires, il y a 2 enfants, on a un enfant de 3 ans et puis peut-être un nouveau-né, enfin qui a quelques mois. Est-ce qu'effectivement, tout ce qui est matériel bébé, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a tout sur place? Qu'est-ce qu'on doit emmener, pas emmener? Pour tout ce qui est activité, est-ce qu'il y a un endroit, par exemple, on veut visiter un musée, on veut, je sais pas, pratiquer une activité
On arrive avec le bébé, mais bon, c'est l'heure du biberon, c'est l'heure du casse du pique-nique, c'est l'heure du goûter. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut en table à manger, etc. Donc tout ça, vous allez devoir l'analyser. Et ça, effectivement, c'est un travail alors qui peut se faire plutôt en prospective, mais aussi avec vos historiques par rapport à vous, votre activité, comment vous accueillez vos clients, quels sont les retours que vous avez, quelles sont les demandes également. Tout ça, vous allez pouvoir vraiment le travailler. Et ça vous permet encore une fois de travailler sur votre mix marketing, vos 4P, et surtout sur votre aspect produit en alignement avec vos demandes clients. Et en fonction de ça, vous allez du coup bien comprendre quelles sont les attentes clients et à pouvoir adresser à chacun de vos personas, à chacun de vos segments clientèle, un message qui est le plus personnalisé possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et ça on en est tous témoins, on en a plus rien, enfin on en a marre de recevoir des mails, des offres, des SMS, des appels, tout ce qu'on veut, enfin on est très sollicité par un certain nombre de choses, où on veut nous vendre tout un tas de produits. Alors, quand on a beaucoup de moyens, on va faire ce qu'on appelle du mass public, du mass média ou du mass marketing. On va envoyer un message, bah, hop, je fais une promo, moins 10 euros pour la semaine prochaine, réduction de X%, et on envoie ça à tout le monde. Sauf que moi, en tant que personnage, c'est pas. Oui, j'ai bien envie de venir chez vous parce que j'adore votre activité, j'adore votre hébergement, mais c'est pas le prix qui est décideur. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, par exemple, je sais que quand vous arrivez, je retrouve un super petit déj qui est déjà tout prévu, et ça, j'adore. C'est vraiment mon moment marquant à moi de mon séjour. Et ça n'a pas de valeur pour moi. Enfin, en tout cas, ça a une valeur qui ne nécessite pas d'avoir une réduction. Et bien, du coup, ce message-là que vous allez adresser, moi, je le mets directement à la poubelle, ça ne m'intéresse pas. Et le but de cette analyse client, c'est de pouvoir justement adresser le bon message au bon client au bon moment, avec la bonne offre et qui permet de déclencher la réservation. Si moi, je suis dans une période où j'ai eu beaucoup d'activités professionnelles, j'ai besoin de faire une coupure, euh, et j'ai besoin de me retrouver avec ma famille parce qu'on ne se voit pas, j'ai pas le temps de voir les enfants, je rentre, ils sont déjà couchés, etc., etc. Et ben paf, je reçois un bon petit message qui va bien. Prenez le temps de venir vous reconnecter avec vous-même, avec votre famille, avec la nature, paf. Et là, on vous promet en plus un moment où vous allez pouvoir vraiment déconnecter. On éteindra le Wi-Fi pour vous, par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais le message est bien reçu et il me touche personnellement. C'est là où aujourd'hui, en fait, la communication marketing, elle devient de plus en plus de un pour un, en one-to-one, c'est-à-dire que c'est vraiment, moi, je veux recevoir le bon message qui me parle à moi. La publicité qui me vend un aspirateur à moins de 10%, je m'en fiche parce que mon aspirateur, il fonctionne bien, ça ne me concerne pas. Ou d'avoir 30% dans un grand groupe hôtelier à tel endroit, c'est pareil, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de dire. Donc, il faut vraiment travailler sur euh, vos clients, analyser assez le plus finement possible quelles sont leurs attentes pour pouvoir leur adresser les bons messages, encore une fois, au bon moment. Sur les canaux de distribution, de la même façon, vous allez devoir aussi analyser comment ça fonctionne et comment vos clients vous trouvent. Comment est-ce que finalement les clients réservent chez vous? Alors, tout dépend de votre activité, tout dépend du positionnement que vous avez. Est-ce que vous êtes référencé sur, quand on tape, et ça, vous pouvez le faire vous-même, mais il faut surtout demander à d'autres personnes de le faire pour vous, de rechercher, j'ouvre mon téléphone, j'ouvre mon ordinateur, je recherche un hébergement à tel endroit, en pleine nature, au milieu des bois, avec des enfants. Enfin, je vais avoir une requête qui sera le plus poussée possible, que ce soit sur Google, mais aussi aujourd'hui sur les plus jeunes, on va avoir une requête qu'on va plus faire sur Google, mais peut-être sur ChatGPT. Donc c'est aussi un outil à explorer et aller voir comment ça fonctionne. Comment effectivement, donc si les clients vous trouvent sur Google, comment vous êtes référencé sur Google? Est-ce qu'on vous trouve facilement? Est-ce on a accès rapidement à votre site, vous, à votre site pro directement? Est-ce qu'on peut réserver directement auprès de vous? Si on utilise les plateformes, justement, quelles sont-elles? Est-ce que c'est les plus connues, Airbnb, Booking, Britel et autres, mais aussi de savoir, en fonction de telle plateforme,
quel type de clients réservent via Airbnb. Est-ce qu'on est plutôt, sont plutôt des jeunes et des couples qui réservent sur Airbnb? Est-ce que c'est plutôt des familles qui utilisent Abritel? Est-ce que c'est plutôt les gens qui travaillent qui viennent sur Booking? Donc, tout ça, on va essayer de l'analyser aussi. Bien sûr, il y a la notion de frais, puisque il paraît que ces plateformes ne sont pas philanthropes, qu'elles gagnent un peu d'argent. Pour vous, si on revient sur cette notion de comptable et de seuil de rentabilité, combien me coûte finalement l'acquisition de clientèle via Airbnb si les clients me réservent et me trouvent essentiellement par Airbnb? Est-ce que justement c'est intéressant? Euh, alors, dans le sens où il faut pousser la réflexion de dire, bah oui, mais Airbnb, c'est bien, mais ça coûte cher parce que le client, il paye entre 15 et 20% en plus et moi, il me prélève 3 à 5%. Booking, c'est entre 15 et 25, ça dépend. Très bien, mais au moins, les clients vous ont trouvé par ce biais-là. On va dire que euh, le, le- le premier sujet de la plateforme, c'est un apport de clientèle. Un apport de clientèle, ça se rémunère. Quelle aurait été votre dépense à vous si vous vouliez bien être référencé sur Internet, si vous avez imprimé des flyers, vous avez distribué partout, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, en comparaison, quel est finalement le coût le plus élevé entre la commission que vous avez laissée à l'agence ou les actions que vous allez avoir, vous, de démarchage et de référencement commercial à droite à gauche. Et également, donc effectivement, encore une fois, qui vient dans sur quelle agence, quel type de clientèle vient sur quelle plateforme pour réserver. Et forcément, quelle est votre démarche d'un point de vue direct? Comment est-ce que vous réservez, comment est-ce qu'on peut réserver auprès de vous directement? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on sait très bien que les clients vont utiliser, ou en tout cas, quand on va taper sur un moteur de recherche, Google ou autre, hébergement proche Orléans, hébergement centre-ville, Tours, hébergement pleine campagne, 2 heures de Paris, etc. Qui est-ce qui va remonter en premier? C'est pas vous, malheureusement, parce que vous n'avez pas les budgets que disposent les outillés pour se référencer. Donc, on va tomber sur Booking, on va tomber sur Airbnb. Et du coup, c'est eux qui vont monter en premier. Mais le fonctionnement des clientèles, ça vous le connaissez mieux que moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai trouvé l'hébergement sur Airbnb ou sur Booking, j'ai vu, il est à tel endroit, c'est telle photo, d'accord, je vais essayer de voir, alors, je ne trouve pas forcément les contacts, mais je vais trouver le nom de l'autre, je vais trouver le nom du village. Qu'est-ce que je fais? Hop, j'ouvre un deuxième onglet, je fais une deuxième recherche, et à ce moment-là, je vais retaper, voilà, gîte de la Perdrix, tel village. Ah, il a son site internet. Ah, on peut réserver directement. Ah, c'est 10% moins cher. Ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir une solution à leur proposer. Comprendre justement pourquoi est-ce que finalement cette analyse elle est importante et elle peut vous permettre d'optimiser un certain nombre de choses. Si on regarde aujourd'hui le fonctionnement de l'hôtellerie, qui sont aujourd'hui les pros de l'hébergement touristique en termes de volume, c'est simple. Aujourd'hui, en fait, l'hôtellerie, elle a effectivement un tarif pour un client sur un jour de nuit. Et ce tarif, en fait, il va évoluer de jour en jour. Alors, ils ont des outils performants qui leur permettent d'automatiser tout ça, mais eux sont passés en fait aussi par un certain nombre d'analyses et ils ont encore une fois du personnel pour le faire, des services marketing si on prend de l'hôtellerie de chaîne, etc. Mais eux vont analyser constamment tout ça. Ils vont bien sûr travailler sur leur historique. Donc, si N-1, on a eu un pic de fréquentation sur telle date, vous pouvez être sûr que le tarif 365 jours après, il est majoré de X%. Mais ça, c'est pondéré par, le taux de remplissage à l'instant, le taux de réservation à l'instant, les événements éventuellement qui seraient organisés sur cette date-là, les tendances macro et microéconomique. Aujourd'hui, on est plutôt sur une période économique qui n'est pas forcément favorable. Forcément, ça va influer les différents tarifs. Et comment est-ce qu'effectivement les clientèles vont anticiper la réservation? Ça, ils ont des outils d'analyse de savoir, voilà, sur telle date, on a
tant de pourcentage de remplissage de chambre, il nous en reste tant à vendre, donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on analyse, on met plutôt sur une saisonnalité de forte demande ou de faible demande? Qu'est-ce qu'on a comme événement qui pourrait générer de la réservation en même temps? Et du coup, on va pouvoir adapter ce tarif-là. Ça veut bien dire que le modèle de paramétrage tarifaire et de stratégie tarifaire, quel que soit le canal que vous utilisez finalement, le modèle que vous utilisez peut-être encore ou qu'on a connu il y a quelques années, où on est sur un modèle de j'ai un tarif à la nuit, un tarif pour 2, 3, 4, 5, un tarif pour la semaine, c'est le même toute l'année, où j'ai deux tarifs, un tarif entre guillemets haute saison, basse saison. Là aujourd'hui, c'est plus forcément adapté à la clientèle et c'est plus forcément surtout adapté aux usages et aux modes de réservation de vos clients. Ce qui veut bien dire que on doit mettre à jour, on doit regarder en tout cas comment on va tarifer notre offre sur les plateformes et que rien n'empêche d'avoir un tarif de votre hébergement sur une date donnée qui est 100 euros par exemple pour une nuit chez vous quand on réserve directement près de vous, qui peut être de 80 euros par exemple, n'importe quoi, sur Airbnb parce que vous avez analysé le fait que tel segment de clientèle passe par Airbnb et que cette clientèle, elle vous intéresse et que vous voulez la démarcher, donc vous faites un effort tarifaire pour essayer de les attirer. Et à contrario, on peut avoir sur une autre plateforme, par exemple Booking, où on sait que cette plateforme nous amène tel type de client, qui ne va pas forcément venir ou qui justement est très habitué à venir et on peut avoir un prix plus fort. Donc, on ne va plus, en tout cas, réfléchir forcément en disant, je vends mon offre sur telle plateforme X% plus cher ou X% majoré parce que la plateforme me coûte tant. Il faut aussi comparer quel est l'apport de cette plateforme et finalement, qu'est-ce qu'elle vous fait gagner en temps et en argent par rapport à une clientèle que vous ciblez. Donc c'est vraiment important de bien analyser ça pour bien comprendre comment vous allez construire votre tarif. Bien sûr, tout ça, ce sont des notions. Hein. Après, ce qu'il faut, c'est presque travailler hébergement et activité par activité, puisque vous avez tous des différences, vous avez tous des clientèles qui sont bien spécifiques. Et ça nous amène au paroxysme qui est donc ce qu'on appelle le yield management. Pour ceux qui ne connaisseraient pas, qui n'ont jamais entendu, voilà comment fonctionne en fait le yield. Donc on va travailler effectivement sur la quantité de la demande. Hein. Donc ça c'est plutôt le travail sur l'offre et la demande, donc la loi du marché entre guillemets. Et le deuxième axe, c'est de travailler sur son prix. Et alors aujourd'hui, encore une fois, si je reprends l'exemple de l'hôtellerie, eux, ils ont des outils, hein, des algorithmes qui sont puissants et qui vont leur calculer tout de suite le point d'équilibre, le fait de rentabilité. Donc de dire, voilà, en fonction du marché actuel et en fonction de votre prix, vous, par rapport à votre offre, du coup, on vous propose un point d'équilibre à tel tarif. Ça, après, il est à pondérer également en fonction de l'offre que vous avez, vous. C'est-à-dire que si votre offre, encore une fois, vous avez un plan de bataille qui est, si on revient au début, plutôt agressif ou plutôt de travailler sur la rentabilité, si on est agressif, finalement, on peut peut-être descendre notre point d'équilibre en deçà du seuil. Parce que nous, on veut remplir. Et on sait que derrière, on travaillera peut-être sur la rentabilité, sur de la vente additionnelle, sur des services que vous allez pouvoir offrir de façon payante. A contrario, on peut aussi avoir un point d'équilibre qui est au-dessus, ou en tout cas un tarif qui est au-dessus du seuil de rentabilité. Peu importe, effectivement, la demande aujourd'hui, elle n'est peut-être pas suffisamment forte, mais moi, je conserve malgré tout mon tarif parce que mon produit, je considère qu'il a une valeur client de tel prix à tel moment et parce que je cible tel type de clientèle. Donc ça, c'est vraiment un calcul qui est intéressant à faire, mais qui est intéressant à faire sur des périodes données, encore une fois, sur des points donnés et par type de clientèle. Et ça,
effectivement, vous allez devoir l'adapter et c'est un travail qui est facétieux, encore une fois, hein, puisque il faut analyser en fonction de votre activité, si vous fonctionnez tous les week-ends, si vous fonctionnez 365 jours l'année, eh ben on va effectivement optimiser, travailler sur ce paradoxe entre le taux d'occupation, hein, le TO, le taux de remplissage, et la rentabilité. Et ça, vous allez, encore une fois, le travailler en historique par rapport à votre année ou à vos années précédentes pour avoir un certain nombre de données d'observation qui vous permettent de pouvoir adapter votre grille tarifaire et aussi, bien sûr, par rapport à la saisonnalité qui peut aussi être fluctuante. D'une année sur l'autre, on sait très bien qu'on a plutôt une hausse sur telle période, tel mois, mais on peut avoir des évolutions possibles en fonction des calendriers, par exemple de vacances scolaires, si c'est le cas pour vous, si cette hausse de fréquentation elle se fait à ce moment-là. Et ça, il faut l'analyser, mais ça, vous savez, encore une fois, mieux le faire que moi, par rapport à vos clientèles étrangères notamment, hein, à quel moment ils viennent et quel est leur parcours de réservation. Donc, encore une fois, un travail sur et le côté comptable, sur la rentabilité, sur le seuil et les charges qui sont générées par votre activité, mais aussi un alignement par rapport à la saisonnalité. Voilà quelques clés pour travailler sur votre stratégie tarifaire et sur votre grille tarifaire, encore une fois. Étape par étape, la première chose, c'est effectivement de segmenter vos tarifs par rapport à votre mix client. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Vous avez pris le temps d'analyser votre activité. Vous avez pris le temps d'analyser votre activité d'un point de vue comptable. Donc, votre activité plutôt commerciale, comment, quel type de client, quelle période, etc. Combien je vends? Combien ça me coûte quand je fais fonctionner mon activité? À qui je vends? Je vends à tel type de client, tel type de client, tel type de client. On a poussé même jusqu'à dire, bah oui, tel type de client, tel persona, que ce soit des familles, que ce soit des couples, des gens qui viennent travailler, que ce soit des tribus, etc. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est plutôt tel type de choses. Quelle valeur a le service que je propose? Quelle valeur a mon hébergement quand ils viennent chez moi? Est-ce que, avec mon historique de commentaires clients, est-ce que tout le monde nous dit c'est super, on a passé vraiment un super moment, c'est top, vraiment super bon rapport qualité-prix, allez-y les yeux fermés, etc. Ben ça, c'est un indicateur pour vous, pour dire que peut-être la promesse, elle est au-dessus des attentes de votre client et que il y a éventuellement une tarification qui peut s'adapter, encore une fois, en regardant la saisonnalité, en regardant votre rentabilité. Donc ça, c'est un travail à faire en fonction de vos clients. Si on prend l'exemple de bah moi je recherche un hébergement parce que j'ai une mission, je viens travailler 4 mois, je vais être là du lundi au vendredi. Par contre, bah, j'ai un budget parce que voilà, ça me coûte. Euh, Quelle est la promesse qu'on met en face? Quelles sont les attentes? Est-ce qu'il y a uniquement du budgétaire? Est-ce qu'il y a aussi des attentes de service par rapport à ces clients-là, ces clientèles-là, pardon? Comment on peut adapter et moduler notre grille tarifaire par rapport à eux? Et du coup, est-ce que vraiment on a une tarification différenciée pour ce type de client? Et ça répond, enfin ça doit aussi répondre à votre questionnement de dire est-ce que je travaille encore une fois l'optimisation de mon remplissage ou l'optimisation de ma rentabilité. Si je veux avoir du monde tout le temps, peut-être que encore une fois, je dis n'importe quoi, j'ai sur mon week-end où je vais toucher essentiellement des familles ou des couples avec une valeur produit assez élevée, du coup, je vais peut-être avoir un tarif enfin un tarif qui va être, je sais pas quoi, 150 euros par nuit, par exemple. Mais la semaine, moi, mon but, c'est d'avoir le maximum de monde, etc. Et ben, je vais peut-être redescendre à 40, 50, 70 euros par nuit, en fonction, encore une fois, de mon seuil de rentabilité. Ça, il faut pas être, faut pas être apeuré par ces différences-là, dire attendez, c'est pas possible. Si mon client vient le jeudi, qui paye 70 euros et que celui qui vient le week-end paye 150, comment il fait, comment on fait pour leur expliquer ça? Tout simplement, c'est l'offre et la demande. Vous voulez venir le jeudi, ben vous en famille, vous pouvez aussi.
Effectivement, ça peut aussi être une offre de dire, bah, au lieu de réserver des week-ends où moi j'ai énormément de demandes, bah, si vous avez la possibilité de venir la semaine, vous aurez ce tarif-là. Et peut-être avec d'autres services, etc. Ensuite, une autre notion très importante qu'il faut que vous puissiez comprendre et analyser, c'est comment fonctionnent les algorithmes euh, des outils. Qu'est-ce qu'un algorithme? C'est effectivement l'outil qui va afficher l'ordre d'apparence par rapport à une recherche sur Booking, Airbnb et consorts. Comment et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon hébergement n'est pas remonté en premier quand le client fait une demande en disant, bah voilà, hébergement centre-ville de Chartres ou proche de la cathédrale de Chartres. Moi, je suis à 20 mètres de la cathédrale, eh ben, je remonte à 60e place. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'algorithme a décidé que c'était pas la situation géographique qui devait faire que vous remontiez en premier, mais simplement d'autres critères. Ben, justement, quels sont-ils? Et ça, ils vont être différents plateforme par plateforme parce que chacun applique ses propres règles, de savoir est-ce que vous êtes entre guillemets adhérent, est-ce que vous avez le compte qui va bien, etc. Est-ce que vous avez mis à jour justement vos différents éléments, quelles sont les différentes interactions que vous avez eues avec vos clients, quels sont les commentaires de vos clients. Alors ça, malheureusement, vous n'en êtes pas tributaire. Enfin, vous en êtes tributaire justement, mais vous ne pouvez pas vraiment appuyer dessus, sauf à travailler sur l'offre. Quelle évolution, et ça fait partie aussi des algorithmes, quelle évolution de votre grille tarifaire vous faites. Alors, est-ce qu'il faut justement travailler vraiment main dans la main avec ces algorithmes? Non, clairement, non. Pourquoi? Quel est l'intérêt de la plateforme? L'intérêt de la plateforme, c'est de vous vendre. Mais de vous vendre, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où elle vous vend, elle vend aussi, elle gagne de l'argent. Si elle ne vous vend pas, elle ne gagne pas d'argent. Donc, elle cherchera à vous vendre à tout prix. Un des premiers, et surtout Airbnb, mais Booking le fait aussi, un des premiers critères que va utiliser une plateforme, c'est de dire, vous n'êtes pas loué demain ou ce week-end, baissez votre prix de X et vous verrez que vous serez mieux loué. Peut-être, peut-être pas. Encore une fois, tout dépend de vous, de la stratégie que vous avez décidée, de la valeur produit que vous souhaitez et du seuil de rentabilité. Donc, suivre les algorithmes, ça peut être intéressant. Attention, justement, à ne pas tomber dans l'abus. Le but du jeu, c'est de faire fonctionner votre activité et c'est pas forcément de faire grossir la commission de l'agence. Comment est-ce qu'on peut analyser et comprendre justement ces algorithmes? C'est très simple, hein. Vous pouvez aller tout simplement sur les centres d'aide, quels qu'ils soient, que ce soit Airbnb, Booking et autres, vous allez avoir ces éléments-là. Et sur Internet, vous allez trouver un certain nombre de données qui vous permettront de mieux comprendre. Et je vous incite aussi à échanger entre vous, hein, si vous avez des collègues hébergeurs ou activités proches de vous, n'hésitez pas à échanger. C'est toujours très riche de solutions, de bons tuyaux, parce que tel hébergeur a essayé telle solution, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, et ce partage d'expérience vous permet de gagner du temps. Et bien sûr, la première chose, c'est la mise en place d'une tarification différenciée entre les agences et le calendrier. Il faut absolument faire cette différence et vous en avez tout à fait le droit. Il y a eu des discussions à un moment donné, mais aujourd'hui, on est revenu sur quelque chose qui est très ouvert. Donc, vous avez tout à fait la possibilité d'avoir une tarification différenciée. Si on prend l'exemple des compagnies aériennes, par exemple, quand vous prenez l'avion, vous montez dans un avion, vous vous asseyez dans le fauteuil de l'avion, bah, à côté de vous, vous avez une personne qui a réservé à tel prix, qui n'est pas le vôtre, qui peut être moins cher, plus cher, etc. Le prix est complètement variable. Et ça, c'est même poussé un peu au paroxysme parce que eux vont pouvoir influer sur le nombre, le volume de demandes quand on est en train de réserver. Je m'explique. Je veux réserver un vol entre Paris et Rome, par exemple. Je vais aller sur différents sites pour vérifier la disponibilité, les tarifs, etc. Et en fait, au fur et à mesure où je vais
accentuer ou en tout cas cliquer sur mes demandes, eh ben, eux ont un tracker, tout simplement, hein, ils ont un algorithme qui mesure ça et qui va regarder, qui va dire, bah, tiens, c'est bizarre, sur telle date, tel vol, on a X demandes. Eh ben, amusez-vous à le faire si vous avez le temps. Ben, vous verrez que votre tarif de billet, en 30 minutes, il va prendre 20, 30, 40%. Donc, c'est vraiment, alors, je dis pas surtout pas qu'il faut faire ça pour vous, hein. Ça serait un peu compliqué, vous n'avez pas forcément les outils pour le faire. Mais en fait, les gens sont habitués et sont aujourd'hui savent que ces tarifs, en fait, finalement, ça veut plus dire grand-chose un tarif affiché. Si on reprend justement l'hôtellerie, pourquoi est-ce qu'on a des panneaux, ou en tout cas l'affichage du tarif qui est une obligation légale, hein, pour l'hôtellerie, devant l'établissement qui est aujourd'hui de façon numérique et plus un petit papier avec chambre double à temps, chambre individuelle à temps, bah, tout simplement parce qu'ils en ont marre de changer les papiers tous les jours et que il faut que ce tarif il s'actualise au moins une fois par jour, voire plusieurs fois par jour en fonction de l'évolution. Donc, encore une fois, après toutes ces analyses, ce qu'il faut, c'est, d'accord, moi j'ai compris, sur telle plateforme, j'ai tel type de clients qui viennent, la valeur produit et les attentes de mon client, on est bon par rapport à tel type de tarif, je propose ce tarif-là. Et on va différencier comme ça sur les différentes plateformes en fonction du mix clientèle que vous avez et et effectivement du canal que vous allez utiliser. On peut aussi, et ça c'est encore c'est encore un autre axe de travail, on peut aussi avoir finalement un canal direct qui soit, en tout cas un tarif sur votre site internet qui soit plus cher que les plateformes. Ça peut. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous avez votre site internet, vous l'avez créé, vous utilisez OpenPro pour le citer lui, puisque c'est un outil qui vous est proposé gratuitement, je vous rappelle. Ça vous coûte rien finalement. Ça vous coûte rien à part la transaction bancaire, bon, qui est de quelques pourcents, mais en effort, en conquête de clientèle, en frais d'acquisition de clientèle, ça vous coûte rien. Donc, bah, finalement, moi, ils réservent chez moi, ça coûte plus cher. Par contre, j'ai envie de conquérir de nouveaux clients sur tel outil, telle agence. Bah, du coup, je fais l'effort, j'ai envie qu'ils viennent chez moi. Et du coup, bah, mon tarif sur Airbnb il est moins cher. Peut-être. Ça peut être une politique ou en tout cas un plan de bataille pour essayer de conquérir de la clientèle. Ça ne veut pas dire que vous allez faire ça pendant plusieurs années ou ad vitam aeternam. C'est simplement pour pouvoir acquérir de la clientèle. Et peut-être que votre premier client que vous avez réussi ou de votre nouveau type de client que vous avez réussi à attirer, il vient chez vous avec un tarif préférentiel via telle agence, via tel canal. Et ben peut-être que la prochaine fois qu'il va revenir, du coup, il réservera chez vous. Et ça va dépendre, ou en tout cas chez vous, mais de façon directe. Ça va dépendre également de quelle est la politique de fidélisation que vous allez avoir et comment vous allez essayer de travailler ces clients-là une fois qu'ils sont passés par vous. C'est simple, hein, ça c'est aussi la guerre, enfin c'est une des guerres que l'hôtellerie mène encore aujourd'hui, où elle se dit, moi j'en ai marre, que mes clients, pourtant j'ai tout ce qu'il faut, hein, j'ai mon site internet, j'ai mon outil de réservation, je suis référencé parce que j'adhère à telle chaîne, etc. Qu'est-ce qui se passe quand un client réserve? Il est devant ma porte, son téléphone devant la main, et avant de rentrer, il valide sa réservation sur Booking et il rentre, il va au desk et il dit bonjour, je viens de réserver une chambre chez vous. Et alors, c'est pas possible. Ça veut dire que là, bon, il y a un autre sujet, c'est qu'il y a un problème de confiance entre le client et le site internet de l'hôtel. On préfère passer par un site sécurisé qu'on connaît bien, une grosse plateforme, plutôt que de passer par un site, on ne sait pas si c'est le bon, on n'est pas sûr, etc. Donc là, c'est encore un autre souci. Mais on est vraiment sur ce type de problématique-là. Donc, l'enjeu finalement pour l'hôtelier, c'est bon, ok, je me suis fait avoir une fois. Par contre, moi, mon client, quand il revient, je veux absolument qu'il réserve auprès de moi directement. Je veux économiser ces plateformes. La plateforme, elle m'a permis de le conquérir, entre guillemets, de le faire venir. Maintenant, c'est à moi de le fidéliser. La fidélisation, ça m'appartient. Qu'est-ce que je fais pour qu'il revienne vers moi? Bah, tenez, je vous laisse une petite carte. Vous avez, grâce à vos outils, la possibilité de faire des codes promo, des bons cadeaux, des choses comme ça. Et ben très bien, tenez.
moi je vous donne ça, si vous voulez revenir, je vous donne la petite carte, vous pourrez bénéficier de X% sur tel type de séjour, et ça vous paramétrez sur quelle période, à quel moment, quelles sont les conditions, etc. Et ça, c'est vraiment aussi un axe que vous devez travailler sur est-ce qu'on est sur de l'acquisition clientèle ou est-ce qu'on est sur de la fidélisation clientèle. Et bien sûr, comme pour toute stratégie et comme tout plan de bataille, on essaye, on se trompe, on corrige, on recommence, on vérifie, on mesure. Et c'est un cycle tout le temps permanent. Le but du jeu, c'est ça, on n'a pas la science infuse et je prétends pas l'être et pas de l'avoir non plus, en tout cas pas de l'avoir. Mais le but du jeu, c'est vraiment de travailler sur tester les choses. Tester, alors pas tester de façon aveugle, hein, bien sûr. Encore une fois, on a ces phases d'analyse, on a bien mesuré, on a bien regardé. Une fois qu'on a fait tout ça, du coup, on met en place et puis ça fonctionne moins, ça oui, ça on a testé, c'est super. Peut-être qu'il faut appuyer encore et enfoncer cet axe de travail. Et de l'autre côté, ça, non, ça a vraiment, là, ça a vraiment été décevant. Résultat zéro, aucun retour client, donc c'est pas intéressant, je vais pas plus loin. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir pousser pour finaliser et essayer vraiment de réfléchir, mais de façon, encore une fois, détaillée par rapport à votre activité. Les choses à éviter, effectivement, aujourd'hui, vous l'aurez bien compris, c'est d'avoir, on va dire de façon, moi, mon hébergement, ça vaut tant. Voilà, c'est comme ça. Cette année, oui, il y a eu un peu d'augmentation, l'énergie a augmenté un peu, ça me coûte un peu plus, donc je modifie, j'ajoute X, et voilà, très bien, je m'embête pas, je paramètre mes tarifs, hop, je mets en ligne, et puis j'attends devant mon ordinateur que ça réserve. Si ça réserve, très bien, ça réserve pas, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Bon. Peut-être, hein, peut-être que c'est une solution, on se prend pas, on perd pas trop de temps, mais est-ce qu'au niveau activité, est-ce que c'est acceptable pour vous? Ça, c'est à vous de le mesurer. Non, moi, de toute façon, deuxième axe, plan de bataille, moi, je veux tout casser, je veux avoir du monde tout le temps, donc je casse les prix, c'est à combien les hébergements, j'ai regardé autour, allez, j'y vais, c'est moins 50% par rapport aux autres, vraiment, genre, voilà, moi, il faut vraiment qu'il y ait du monde, donc je baisse. Attention, effectivement, alors, d'une part, attention à ne pas casser les prix du marché, alors, enfin, attention, c'est votre politique tarifaire, ça vous regarde, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Effectivement, une baisse de crédibilité et peut-être qu'on va attirer finalement des clientèles qui finalement ne nous intéressent pas forcément. Je vais vous prendre un exemple là-dessus sur le marché automobile, une marque allemande très connue avec un logo à 3 branches qui avait lancé des modèles plutôt entrée de gamme. Alors entrée de gamme pour cette marque-là, ça coûte quand même très cher, hein. Mais en fait, ils sont en train de repositionner complètement leur gamme, de dire voilà les premiers modèles, les modèles petits, hein, avec une lettre A notamment devant. C'est la classe A justement, c'est une classe qu'ils vont arrêter. Pourquoi? Parce que finalement, ils se sont aperçus que ce type de véhicule est acheté et acquis par une clientèle qui ne correspond pas aux personas principaux qu'ils avaient historiquement. Donc, ça ne les intéresse pas parce que la recommandation derrière n'est plus bonne pour eux, c'est-à-dire que en fait, forcément, hein, aujourd'hui, on partage tout, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur dans sa vie, etc. Et voilà, j'ai tel véhicule, je fais ci avec, je fais ça avec, et j'associe forcément la marque du constructeur quand je fais mes partages sur les réseaux, sur Internet, etc. Et en fait, pour eux, c'est pas bon au niveau de l'image de marque. Ils veulent remonter en gamme et du coup, ils vont complètement arrêter. Donc, ils vont arrêter de baisser et de proposer des véhicules trop faibles tarifs. Et ils vont essayer de reproposer tout simplement parce que
il y a d'autres marques de véhicules qui sont arrivées sur le marché, que ce soit de nouveaux entrants ou des fabricants qui sont là historiquement et qui, eux, ont un positionnement qui est différent. Ils veulent aller concurrencer, reprendre des parts de marché sur cette gamme. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est aussi une vérité sur l'hébergement touristique. Quand je vais casser les prix sur Airbnb, quand je vais casser les prix sur Booking, finalement, je vais peut-être avoir une clientèle dedans qui va venir et qui ne m'intéresse pas et qui ne correspond pas à la promesse et à l'offre que j'ai à faire. À éviter, bien sûr, c'est négliger le calendrier des événements. Encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus. Et ça, c'est un vrai travail que vous avez à faire avec votre réseau de partenaires touristiques autour de vous, les organisateurs de manifestations, de festivals, tout ce qu'on veut, votre office de tourisme, qui pourra vous dire oui, là, sur cette période-là, on sait qu'il va y avoir tel événement qui va être créé. Vous avez, par exemple, là, on arrive sur les périodes de fête de Noël, il y a peut-être différents événements qui sont menés. On sait que c'est une période de rassemblements familiaux, où les gens recherchent des hébergements de grande capacité. Donc, si c'est le type d'offre que vous proposez, voilà, ça, c'est un événement. Et comment on le met en avant vous pouvez avoir une offre et un tarif spécifique Noël où vous avez fait l'effort, vous avez décoré l'hébergement, vous avez adapté l'activité aussi. Je sais pas, alors du canoë à Noël, enfin, sur la Loire, ça doit être moins drôle, il ne doit pas faire très chaud, mais je sais pas, on fait une rando VTT de Noël, voilà, le VTT, il a la guirlande aussi, je dis n'importe quoi. Enfin, on a adapté le produit, on fait quelque chose qui est vraiment qui est marqué autour de cet événement-là. Et ça, il faut vraiment le mesurer pour que vous sachiez. Bien sûr, de la même façon, et ça vous le faites déjà, c'est de travailler sur tout ce qui est pont du mois de mai. On sait très bien que il faut avoir la clientèle sur 3 jours, donc on va proposer un tarif 3 jours, et puis ce 3 jours ou ce 4 jours qui est un peu majoré parce qu'on a une forte demande, on va aussi le moduler en fonction de on est en janvier, j'ai pas de réservation pour les ponts de mai, on est en février, j'en ai toujours pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends et je ne bouge pas, ou est-ce que je décide de faire quelque chose pour que finalement j'arrive à remplir? Et puis bien sûr, on évite encore une fois, je répète, mais un critère hyper important, c'est de suivre la concurrence. Ça vous permet quoi? Ça vous permet en fait de vous adapter au marché, et deux, justement, de voir aussi les fluctuations possibles. Alors, attention, quand je dis analyser la concurrence, ne le faites pas simplement via les plateformes. Ce qu'il faut, c'est regarder, ou en tout cas, il ne faut pas s'amuser à aller sur la carte, entre guillemets, Airbnb, si vous êtes sur Airbnb, et de dire, tiens, lui, il est à tel prix autour, etc. Puisque à l'instant où vous allez le faire, ce sera une donnée, peut-être que une heure après, ce sera plus la même chose. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir une analyse qui est plus large, plus systémique, où on va essayer de rechercher des éléments. Est-ce qu'il a son propre site internet? On va analyser ça, regarder ça. Et encore une fois, adapter sa grille tarifaire en fonction de votre offre, et en fonction de 2, votre plan de bataille. Est-ce que vous êtes plutôt agressif ou pas? Ça, après, c'est votre choix. J'ai assez parlé. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. On va commencer à répondre aux questions s'il y en a. Alors, je crois que c'était Nathalie. Alors, il y a plusieurs Nathalie. Je ne sais plus laquelle qui s'est levé la main au cours de la présentation. Ah, je vois, votre micro est coupé. Bonjour à tous. La question que je posais et depuis le début, c'est que je trouvais que c'était très très orienté hébergement, et du coup je voyais pas comment on pouvait faire ça avec des activités. Tout à l'heure, par exemple, on parlait de canoë. Alors moi, c'est pas mon cas, mais je fais découvrir les trésors cachés de la Touraine à travers des expériences. Comment adapter tout ce qui a été dit là? Bien sûr, il y a une saisonnalité, mais Alors, dites-moi plus. Quelle est justement votre activité exactement? je suis une agence événementielle et touristique, donc je vais proposer, ça peut être des chasses au trésor, ça peut être des rallyes touristiques où on va passer chez des artisans, des producteurs, dans des lieux un peu plus intimes que nos magnifiques châteaux de la Loire. Ça peut être une sortie bateau coucher du soleil avec dégustation de produits du terroir. Voilà, différentes expériences comme ça sur toute la Touraine. D'accord. Quel type de clientèle vous avez?
Eh ben, pour l'instant, j'ai beaucoup de locaux à développer les étrangers, ce que je voulais pas forcément faire, mais bon, c'est quand même eux qui ont un certain potentiel financier, on va dire. J'ai des pros aussi sur des séminaires ou des team building. Euh, Sinon, c'est groupe d'amis et famille. D'accord. Et donc, le locaux, c'est plutôt des familles, groupes d'amis aussi? Mm. Ouais, ok. Euh, En fait, effectivement, là, on parlait plutôt, alors désolé, mais oui, on avait majoritairement des hébergeurs, donc c'est pour ça que j'ai orienté cette présentation là-dessus. Après, en fait, la réflexion sur la construction de votre politique tarifaire, elle est duplicable dans le sens où toute cette partie analyse, elle peut justement vous permettre de comprendre. C'est-à-dire que quelle est, on va travailler d'un point de vue comptable aussi. Donc, vous êtes revendeur, hein, entre guillemets. Donc, vous allez acheter des prestations à droite à gauche. Vous allez être producteur d'une offre touristique. Donc, tout ça, ça a un certain coût. La première chose, c'est travailler finalement sur votre produit, de dire quelle est la valeur de mon produit perçu par client. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je réserve un produit chez vous, je réserve une activité. Comment se passe mon parcours client? Quelle est l'expérience, entre guillemets, effectivement, et quelle est la valeur que je vais en percevoir? J'essaie d'illustrer avec deux exemples. Imaginons, je sais pas, je ne connais pas du tout, hein, donc, mais imaginons que voilà, vous vous positionnez en disant, bah, venez découvrir la Touraine cachée ou la Touraine insolite ou la Touraine inconnue à un prix maîtrisé. Ça, c'est votre credo. Vous voulez, vous, avoir en fait quelque chose qui soit accessible à tous et plutôt ciblé entrée moyenne gamme. Donc, vous allez avoir une grosse négociation tarifaire avec vos Ouais, non, partenaires. Vous c'est allez pas tout à fait. Je suis plutôt, alors, trois, plutôt sur le haut de gamme en fait. Enfin, haut de gamme, plutôt gamme. pas, Bon, d'accord. ouais, Ouais. pas entrée pour tout le monde. Non, c'est pas possible. Ouais, d'accord. Oui, non, non, mais On est après, sur une c'est niche. votre Ouais, ouais. positionnement. Non, non, mais il n'y a pas de Ça, c'est souci. votre positionnement. Mm. Donc, si on bascule plutôt effectivement sur l'haut de gamme, ben justement, haut de gamme, ça veut dire que il faut qu'on ait aussi des propositions de services, une valeur produit qui soit en phase avec les attentes de votre client. Euh, Ça veut dire qu'on est accueilli à tel endroit, on est accueilli de telle façon, tout le parcours de réservation en amont qui est hyper important, comment ça se déroule, est-ce qu'on a bien les bonnes infos, on a un joli mail, c'est bien emballé, c'est bien cadré, on a une interaction avec le client, c'est très personnalisé, on a vraiment toutes ces attentes-là. Et peut-être qu'il y a, justement, encore une fois, dans cette analyse, on va vraiment travailler sur le avant, pendant et après, hein, sur le parcours client pour dire comment j'interagis, quelles sont les attentes de mes clients sur ces trois phases-là. Et du coup, en fait, on va moduler pareil en fonction de vos types de clients. Donc, est-ce que, comme vous disiez, sur vos locaux, plutôt famille, groupe d'amis, les attentes, elles sont plutôt comme ça, on veut passer un bon moment, on veut avoir, je sais pas, euh, on veut se retrouver plutôt dans tel type de lieu que plutôt là, au niveau de l'accueil. Peut-être que au niveau de la clientèle entreprise, peut-être que eux vont vouloir démarrer effectivement sur le séminaire, soit sur un lieu complètement insolite parce que l'entreprise fait l'effort de sortir, donc on va avoir vraiment quelque chose qui soit marquant. On n'a pas envie de se retrouver dans une salle des fêtes, enfin j'exagère hein, forcément en propos, mais, Ouais. ou dans une salle d'hôtel stéréotypée. Non, là on va être vraiment surpris et vraiment on va vraiment en prendre plein les mirettes, découvrir un peu les choses. Donc c'est ce travail d'analyse qui est important finalement. Et encore une fois, votre offre, elle va être, alors peut-être que vous, je ne sais pas du tout, hein, vous avez un tarif qui est, ben voilà, la chasse au trésor, c'est X par personne, que vous soyez de 4 à 10 ou de 15 à 20 pour les entreprises ou de 50 à 60. Mais finalement, c'est peut-être pas le bon axe à prendre non plus, c'est peut-être comment c'est perçu d'un point de vue client. Et peut-être qu'en ajoutant, ou en tout cas en retravaillant votre offre de service et comment vous la packagez à destination de l'entreprise, peut-être que c'est une valeur qui est plus chère ou non. Tout dépend du temps que vous avez à donner, comment vous pouvez paramétrer ça. Et de la même façon, pour les familles, on va peut-être pouvoir moduler ce tarif en fonction des attentes, du type de famille, mais aussi de la période. C'est-à-dire que vous, à quel moment vos clients réservent? Est-ce que les chasses au trésor, c'est plutôt
à tel moment? Est-ce que c'est plus le week-end, c'est plus la semaine, plutôt quand il fait beau, quand il fait plus sur l'hiver? Ça peut être une thématique aussi de Noël ou je ne sais quoi. Donc tout ça, c'est voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une phase d'analyse qui soit assez fine finalement en amont. Et quand vous avez assez analysé ça, ça peut être partagé aussi avec, encore une fois, sur le côté rentabilité et comptable, mais ça vous permet de voir, de définir la valeur de l'offre que vous avez et que vous allez pouvoir aligner au niveau tarif auprès de vos clients. Ok. Merci. C'est très général, hein, mais effectivement, ça nécessite vraiment un temps. Et ça, alors, vous pouvez peut-être en discuter avec votre comptable. Je sais qu'il y a des réseaux aussi d'accompagnement. Bon, ça coûte, hein, mais qui sont assez intéressants là-dessus et qui savent très bien le faire. Mais en général, c'est mieux d'avoir un œil externe, effectivement, parce que on est tous, hein, vous êtes la tête dans le guidon, vous êtes dans votre activité, et prendre de la hauteur là-dessus, on n'a pas forcément tous les paramètres en main, et c'est pas toujours facile d'analyser. Mais ou peut-être une connaissance que vous avez proche de vous, ça c'est un échange que vous pouvez initier. La phase d'analyse, elle vous concerne vraiment, et c'est vraiment un travail à faire en interne sur votre clientèle, sur les clientèles que vous avez, sur les clientèles que vous souhaitez conquérir aussi. Comme vous disiez, les étrangers, ça m'intéresse parce qu'il y a peut-être un peu de pouvoir d'achat à les glaner. Mais justement, après, comment on construit l'offre aussi pour être en phase avec ça. Mais cette analyse, elle est vraiment personnelle et elle est vraiment en interne. Par contre, le côté réflexion, je pense que c'est intéressant de le faire à deux. Vous avez peut-être des business clubs dans le coin ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant de partager ça. Ça marche, merci. Merci Sylvain pour cette réponse détaillée. C'est vrai, c'était légèrement plus fort côté hébergement, comme a dit Sylvain, on a majoritairement des hébergements, mais c'est pas pour autant qu'on vous oublie la billetterie. Alors, je vais reprendre un peu les questions qui ont été posées, enfin les commentaires peut-être plus tôt. Alors, Corinne, vous êtes plusieurs Corinne aussi, je ne sais pas, vous n'avez pas mis de nom de famille. C'est aussi une question de génération, car à mon âge, je préfère réserver auprès de l'hôtel et pas d'une plateforme. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais oui, c'est vrai que c'est aussi générationnel, c'est une question d'habitude, je pense, surtout. Ça peut, alors surtout si on connaît l'établissement, si effectivement on est habitué à aller auprès de cet établissement, on a confiance, etc. C'est pas une question d'âge. On peut prendre encore une fois une clientèle. Ça dépend de l'aisance qu'on a avec les outils numériques ou pas. Et puis, si je transpose votre expérience et que je vous emmène au fin fond du Vietnam ou de l'Australie pour réserver un hôtel, je suis pas certain que vous réserviez auprès de l'hôtel. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Donc ça c'est, oui, effectivement, il y a aussi ces notions de génération à prendre en compte, mais c'est pas ça. Et puis, le tarif unique toute l'année peut aussi être une politique de l'entreprise. Oui, c'est vrai. Après, il faut travailler avec la manœuvre, enfin, le marge de manœuvre qu'on a, hein. Il y a beaucoup de petites structures aussi parmi nous qui ont, heureusement, la possibilité de faire un petit peu plus, entre guillemets, ce qu'elles veulent. Mais oui, si vous avez des contraintes de l'entreprise, bah, malheureusement, il va falloir travailler à l'intérieur de ces contraintes. J'essaie d'aller un petit peu vite parce que je vois le temps qui tourne là. Depuis cette année, je propose des ateliers tisanes de Noël et vin chaud sur un bateau chauffé. Très bien, bateau chauffé. Combleu, ça fonctionne très bien. Oui, bon, c'est un très bon exemple aussi de vraiment faire travailler le calendrier de l'événement, des opportunités. Et tu fais les tarifs différents selon les saisons. Alors, un petit échange en fonction des thématiques. Cela ne me semblerait pas être crédible auprès de nos clients en fonction des thématiques. Oui, c'est normal puisque tu n'apportes pas le même service à chaque prestation. Alors peut-être vous voulez nous en dire plus à ce que vous proposez. Alors je vois Plume de Nature. Je ne connais pas votre prénom. Je suis désolée. Allez-y, je vous laisse vous expliquer. Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, voilà, Angélique. C'est bon. Bonjour. Non, moi c'était juste pour rebondir. C'était juste pour rebondir à ce que disait Sylvain sur l'événementiel, rebondir sur le calendrier des événements. Moi, j'avoue que j'essaye de le faire de plus en plus. Bah, après, je suis guide nature, hein, rien à voir avec les hébergements, même si je suis en lien parfois avec certains gîtes. Mais effectivement, rebondir sur l'événementiel, c'est vraiment moi mon cœur de sujet. Donc
Ouais, ça fonctionne bien. Et après, en fonction des thématiques, si c'est une sortie brame du cerf, si c'est une sortie plante comestible ou autre chose, ça va pas du tout être le même tarif. C'est ça que je veux dire. Oui, puisque D'accord. l'offre, elle est pas la même et la clientèle à qui vous adressez est Non, peut-être aussi différente. Donc, elle est différente. Ok, donc ça et répond. si je peux me permettre, hein, justement, j'en profite, merci pour votre intervention. Comment vous distribuez-vous sur enfin, vous utilisez des plateformes type, je sais pas, Get Your Guide ou choses comme ça? Alors justement, je projette de m'y mettre sur Get Your Guide. Après, j'ai la billetterie ad hoc depuis cette année, tout juste. Je passais de main en main à chaque fois avant, donc c'est beaucoup mieux. J'ai Wonderbox, mais je ne sais pas si je vais y rester. Et puis les plateformes de relais des offices de tourisme. Ouais, classique. Ok, ok. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, je pense que ça répond à la question là, pourquoi les tarifs devraient changer. Si nous affichons un tarif plus faible sur OpenPro, est-ce qu'une plateforme telle que Gîtes de France écrasera ses tarifs? Non, pas forcément. Après, c'est à voir, enfin, quelle est la politique du relais, enfin, effectivement, de l'agence Gîtes de France. Tout dépend aussi de le fonctionnement que vous avez avec eux, puisque eux proposent maintenant des systèmes de channel manager, hein, où ils vont, je sais pas si c'est cette configuration-là que vous avez, ou c'est Gîtes de France qui vous diffuse sur les outils ou si vous êtes en diffusion directe auprès d'eux. Après, je dirais que ça, c'est propre à votre activité, donc c'est à vous de décider. Effectivement, Ok, et puis je vois Corinne qui propose un atelier mairie. On peut en parler ensemble si tu veux, avec son numéro de téléphone, donc ça fait un contact de plus. Je suis à l'aise sur les outils numériques et je préfère le contact humain qu'une plateforme. Ok, bon, si vous voulez en parler ensemble entre vous, très bien. Et puis, je vois depuis tout à l'heure, Madame Fournier, vous avez la main levée, donc allez-y. Oui, je trouve effectivement la tarification suivant les événements intéressante, j'y avais pensé, mais à mettre en œuvre, pas facile parce que ça veut dire qu'il faut dire de tel jour à tel jour c'est tel prix, de tel jour à... Enfin, ça me paraît très, très complexe, hein. Et particulièrement avec la plateforme Booking, on a démarré des chambres d'hôtes dans le Loir-et-Cher à Courcheverny cet été. Et on a beaucoup de difficultés à travailler avec l'extranet de Booking. On a des tarifs qui sautent, euh, avec des tarifs différenciés une nuit, 2 nuits, etc. Et alors, je ne me vois pas aller changer pour dire tel jour c'est tel prix, tel autre jour c'est tel autre prix. Je sais pas quelle expérience d'autres personnes ont de Booking, mais ça n'a pas l'air. C'est une. Enfin, ou alors on ne sait pas s'y prendre, mais c'est une catastrophe. c'est pas toujours simple, effectivement, hein. Et Booking n'a pas une matrice tarifaire qui est hyper ergonomique. Ça, Donc, enfin, je vois pas comment on peut faire pour dire le week-end je sais pas moi, à Chambord, on a Orelsan qui vient là, enfin, cet été. On a BD Boom au mois de novembre. Enfin, il y a plein d'événements et on a fait des tarifs saisonnalisés, mais pas aussi finement que ceux-là. Donc, Et avec votre outil OpenPro, vous utilisez la tarification avancée depuis l'année dernière ou alors, je parce... vous avoue que c'est mon mari qui s'occupe de ça. Effectivement, on est sur OpenPro. Oui. Alors, est-ce que je sais qu'il a mis les tarifs enfin, saisonnalisés, mais j'espère que l'outil est plus simple à Alors, utiliser. c'est pas aussi, on peut pas aller aussi finement que ça, comme vous dites, mais il y a quand même la notion de saison. Il y a quand même, vous pouvez faire, par exemple, 3 nuits pour les points de mois de mai ou les événements comme les artistes importants qui viennent souvent à Chambord. Mais là, il y aurait peut-être quelque chose à voir. Vous êtes dans le Loir-et-Cher, vous avez dit, donc c'est Pierre et Noéline, vous avez l'habitude de travailler avec. Oui, oui. Peut-être les solliciter pour juste passer en revue peut-être ce que vous avez dans votre outil. C'est vrai que Booking, comme a dit Sylvain au début, c'est pas notre Oui, non, mais, métier, mais c'était juste. Ouais. s'il y a quelque chose, quelques améliorations, des ajustements à faire, on peut regarder et voir ça ensemble, bien sûr. Ouais. Et là, Non, mais. Ouais. oui, allez-y.
pardon, excusez-moi, mais quand vous dites, effectivement, si on a un week-end, enfin, le week-end, je sais pas, de l'Ascension au mois de mai, on va pas dire que tous les autres week-ends sont plus chers aussi. Enfin, on a besoin de travailler sur les autres week-ends. Donc, les autres week-ends sont peut-être moins chers. Enfin, je sais Après, pas, je trouve. Encore une fois, ce qu'il faut, après, pour quelque chose comme ça qui est ponctuel, vous pouvez mettre la tarification standard exceptionnellement sur un week-end et la tarification standard va prendre le dessus sur la tarification avancée exceptionnellement. Donc, si vous avez dans ces cas de figure précis, ça peut se faire. Mais après, bon, il faut y penser, il faut venir vraiment savoir que ces 3 jours-là, je veux faire exceptionnellement. Ok, d'accord, merci. Mais n'hésitez pas, vraiment. En plus, Noéline, c'est spécialiste de tarification avancée, donc pas de problème. Hein. Oui, oui. Et ça tombe bien pour rebondir. Je vois Agathe Soleil, et je sais qu'elle aussi est dans le 41, donc elle connaît aussi Pierre et Noéline, qui dit que pour info, Airbnb propose une tarification dynamique. On valide les prix mini et maxi, ils font tout le boulot. Donc ça, c'est soit ils sont peut-être un petit peu plus au taquet que leur Oui, mais alors, concurrent Booking. justement, attention à ça, encore une fois, gardez bien en tête le fait que Airbnb a pour vocation de vendre. Eux, ils veulent vendre, 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 vendre tout le temps, quel que soit l'outil. Donc, effectivement, quand ils font le boulot, c'est pas forcément pour vous. Alors, même si les outils, et je suis d'accord, ils ont une ergonomie qui est très bien faite, mais attention à bien vérifier ce qu'ils font. Et c'est peut-être pas toujours dans votre intérêt. Hein. Ça veut dire qu'ils prennent la main sur les tarifs? Alors, en fait, oui, Non? effectivement, ils ont un outil, hein, ils ont un outil de yield management en fait qui est intégré maintenant à leur plateforme. Vous leur dites, voilà, effectivement, oui, on peut définir, voilà, je veux sur telle période, mon minimum tarif, moi je veux ça, le maximum où je veux aller, c'est ça. Maintenant, débrouille-toi. Mais encore une fois, est-ce que c'est un adapté à votre client? Est-ce que c'est deux en phase avec l'offre que vous avez? Prenez le temps de faire cette phase d'analyse en amont. Vraiment. D'accord. C'est pas faux, oui. On peut définir la période choisie. C'est pratique en basse saison. Oui, oui. Surtout, il ne faut pas vraiment prendre le risque en haute saison. C'est là où ça peut être Alors, il y a problématique. Corinne André qui avait, vous Oui. avez relevé la main. Vous écoutez. Oui, voilà, excusez-moi, je voulais réagir par rapport à Marie-Claude. Moi, je travaille déjà avec Booking avec une tarification au jour. Alors, en fait, c'est pas du tout compliqué à faire. C'est la même chose qu'avec OpenPro. La seule chose, c'est qu'il faut faire un gros travail en amont. Il faut travailler avec un calendrier. Il faut notifier, faut codifier haute, moyenne et basse saison. Et après, il faut impacter un tarif. Et il faut faire la saisie en continu. C'est hyper facile à faire. Par contre, c'est fastidieux. Comme sur OpenPro. Il n'y a pas de, c'est pas compliqué, mais c'est vraiment fastidieux. Et moi, j'ai un tarif la semaine, un tarif le week-end, en fonction des événements également. Je suis dans le Loir-et-Cher. Je travaille beaucoup avec Noéline, avec qui j'ai rendez-vous cet après-midi d'ailleurs. Donc, et ils sont là pour vous accompagner. Franchement, ils sont vraiment top. Hein. Oui, tout à fait, ça je confirme. Noéline Si vous maîtrisez OpenPro, vous maîtriserez Booking. C'est exactement les mêmes outils. Ah oui? Bon, Ouais. je sais pas, c'est mon mari qui s'en occupe, mais Eh bien, prenez la main sur votre ok. mari. D'accord. Ok. Ok, alors, est-ce qu'il y a... Alors, donc, hop. Et je vois, pour ceux qui ont des hébergements en Touraine, donc Madame Merrier qui a mis le lien de son site, c'est très bien, mais profitez-en aussi de prendre contact entre vous. Hein. C'est aussi ça l'entraide de place de marché. Il nous reste 3 petites minutes. Est-ce qu'il y a encore des petites questions, des remarques? Je vois que personne n'a la main. Je pense que effectivement, les personnes qui proposent des services peuvent aussi se rapprocher des hébergements pour proposer Des partenariats. des partenariats, enfin des packages en fait. J'ai entendu dire que des gens proposaient justement la place pour Orelsan et puis l'hébergement qui va avec. Donc, Alors, Ça, ça, c'est... oui, c'est le fameux sujet des ventes additionnelles, hein, donc ça peut être intéressant. Moi, ce que je vous invite, c'est à vous rapprocher de vos offices de tourisme, parce qu'il y a quand même une notion derrière ça qui est en fait le cadre légal. Le forfait.
Voilà, Ah oui. sans vouloir vous limiter à ça, parce que effectivement c'est intéressant. Mais aujourd'hui, en fait, on est toujours sous le couvert de ce qu'on appelle le forfait touristique, hein, le package, comme on dit, ou l'addition. Et en fait, c'est un domaine sur lequel les agences de voyage gardent la mainmise là-dessus. Et il y a en fait, c'est normal, hein, il y a Oui, bien un sûr. agrément, une immatriculation à avoir pour avoir le droit de vendre un package ou une immatriculation. Votre office de tourisme autour peut peut-être le proposer, ça c'est à voir avec eux. Mais en tout cas, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'en ligne, sur votre site internet, vous avez, vous, la possibilité de relayer ces infos. Il y a différentes choses. Vous pouvez avoir en fait ce qu'on appelle des ventes liées. Donc ça, vous pouvez aussi en parler à Noéline et Pierre, hein, puisque aujourd'hui, les outils qui vous sont proposés, donc OpenPro et Adobe, en tout cas tout ce qu'il y a développé dans ce réseau, tout ça c'est lié. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Open Experience, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui peut vous permettre de revendre justement des produits Adobe via votre site internet, via votre tunnel de réservation OpenPro. Ça, c'est assez intéressant. Et effectivement, c'est des choses qui sont recherchées aussi dans le client. Et en amont de ça, c'est effectivement quel type de clientèle j'ai, est-ce que ça peut les intéresser, oui, non. Madame qui propose tout à l'heure des formules sur les entreprises, etc. Peut-être que la partie restauration, vous la gérez pas. Peut-être qu'il y a aussi un travail à faire avec ça, des bons plans. Enfin oui, aujourd'hui, toute cette connectivité, elle existe. Maintenant, c'est comment on arrive à mettre du lien dans tout ça. Oui, donc oui, n'hésitez pas. Alors, moi, je n'appelle pas ça Open Experience, mais Adobe Distributeur, c'est la même chose. Et que ce soit Pierre et Noéline, je sais, on a un certain nombre de personnes de Loir-et-Cher ou quelqu'un d'autre, hein, votre référent départemental. Si ça vous intéresse, posez-leur la question d'Adobe Distributeur. Vous pouvez leur dire qu'on en a parlé là aujourd'hui à cet atelier et on peut faire le nécessaire. Alors, en effet, Nathalie Marie, elle est là parmi nous de l'hôtel Sologne côté sud. Donc, je vois que vous avez dit tout de suite merci pour la précision. Il y a des questions juridiques qui se posent, mais on peut se renseigner, on peut être sûr que ce soit bien carré. Si vous voulez franchir le pas, posez la question à vos référents et on peut vous accompagner. On est là pour ça. Alors, je vois, il y a d'autres messages. C'est bien, vous échangez les coordonnées, c'est génial, c'est chouette. Alors, il est l'heure, il est même passé l'heure, donc on va pas déborder de trop. Est-ce qu'il reste des questions? Est-ce que ça va? On a répondu à toutes vos questions. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, dans ces cas-là, on va vous laisser. Merci beaucoup pour votre temps, pour ces échanges. Moi, maintenant, je vais travailler sur l'enregistrement. Donc, je vous enverrai tout ça par mail, la présentation, tous les détails. Et j'ai oublié de dire au début le programme de 2026 pour d'autres ateliers aussi, si ça peut vous intéresser. Donc, vous aurez tout ça au début de semaine prochaine, on va dire avant Noël, en tout cas avant la fin de la semaine prochaine, avant les congés. Donc, vous pouvez regarder ça sereinement depuis chez vous pendant les vacances si ça vous plaît. Merci beaucoup et puis bonne fête de fin d'année et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée à tous, bonne fête. Au revoir. Bonne fête. Au revoir.